Vous écoutez l'épisode 2 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, on parle de confiance dans un modèle où la hiérarchie traditionnelle n'existe plus. Bienvenue à toi, nouvel auditeur, et merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Comment fais-tu pour remplacer un con par un con? J'aime vraiment beaucoup cette expression, remplacer un con par un con. En fait, où trouves-tu ton équilibre entre remplacer la confiance par le contrôle ou le contrôle par la confiance? La confiance, ça fait peur et depuis des centaines d'années, on a créé des hiérarchies à cause de ces peurs. En fait, on a créé des modèles top-down qu'on connaît bien, avec le principe qu'en haut, ça pense, en bas, ça agit. Un paradigme qui est très ancré depuis des centaines d'années, si on regarde comment, notamment, sont construites nos universités. Un bel exemple qu'on connaît tous, le MIT, le Massachusetts Institute Technology, où la bibliothèque et les mathématiques se situent aux étages supérieurs, là, en fait, où on dit que ça pense. La métallurgie, elle, l'ingénierie, sur le premier plancher, là où on matérialise ces fameuses pensées. Donc, on voit déjà dans l'éducation, les modèles top-down, donc les paradigmes qui s'ancrent dans nos pensées et dans nos modèles d'affaires, nos modèles de gestion. On a aussi développé ces fameux modèles de gestion-là sur le postulat que les travailleurs sont paresseux, qui n'aiment pas le travail et qui ne veulent pas prendre ou qui ne peuvent pas prendre de décision. On a donc construit des modèles pour contrôler les employés, pour pas qu'ils en prennent finalement de ces fameuses décisions-là, sur ce même postulat, que les employés sont paresseux. Donc, il se perpétue encore dans nos entreprises cette fameuse culture de contrôle. Et c'est très présent. On s'en rend plus compte parce que ça fait partie de nos entreprises, ça fait partie de nos façons de fonctionner. On a juste à penser, par exemple, à des modèles, des exemples qu'on connaît très bien, les feuilles de temps, des clés pour accéder aux différentes fournitures ou demander l'accès ou demander à une personne pour accéder à des fournitures. On a des postes de travail attitrés, des bureaux réservés avec des fenêtres. Plus tu es haut dans la hiérarchie, plus ta fenêtre est grande. Tu as le bureau du coin. Les parkings réservés, malheureusement, on voit encore qui, à mon avis, font vraiment plus de sens. Parce que souvent, c'est les gens qui sont le moins présents au travail. Et c'est eux qui ont les plus beaux bureaux et les plus beaux parkings, les plus près de la porte. Les organigrammes, les fameux organigrammes hiérarchisés. Moi, je travaille encore avec ces modèles-là parce que ça permet de bien cadrer les rôles et responsabilités. Mais on a encore des titres, des rangs, du haut vers le bas. Ça prend encore, dans certains environnements, plusieurs signatures pour approuver des dépenses, par exemple. Des systèmes de budgétisation, des contrôles financiers, la planification long terme. Donc, plein d'exemples qui font partie de notre quotidien. Donc, j'aimerais qu'on démystifie les peurs de la confiance en présentant le modèle de Lisa Fecteau. Ce modèle-là va nous faire comprendre que la confiance n'est pas aveugle. La confiance n'est pas naïve. Et qu'elle ne nous fait pas pour autant perdre le contrôle de notre entreprise ou encore de nos équipes. Lisa Fecteau est reconnue comme étant l'une des pionnières pour la transformation dans un modèle de gestion qui est axé sur la confiance. Dans son modèle chez Rigitex, la hiérarchie traditionnelle n'existe plus. Il n'y a pas de patron. Ce sont les employés qui prennent les décisions quotidiennes parce qu'elle est sur le principe que qui fait, c'est. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils font, donc ils peuvent prendre des décisions, ils le font en toute connaissance de cause. Donc, chaque décision stratégique chez Rigitex est prise en équipe en fonction des talents et des intérêts de chacun. C'est ce que Lisa va nous présenter. Elle est fondatrice de chez Rigitex il y a environ 25 ans et plus récemment, Lisa est aussi, avec mon grand ami Yuri Plourde, cofondatrice de Toscan Accompagnement ici au Canada. Donc, Lisa nous partage, vous allez voir, elle nous partage avec une grande générosité ses valeurs de partage, d'écoute et son désir pour que chaque personne qui l'entoure développe son plein potentiel. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore.
En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Bonjour Lisa, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. Bonjour Vicky, contente de te voir aussi. Oui, mais merci Lisa, on se connaît, moi je te connais plus que toi tu me connais, peut-être plus de nom parce qu'on a une personne, un ami ou un collaborateur commun qui est Yuri Plourde, qui a aussi, avec qui je travaille moi aussi en coworking les jeudis soirs, puis qui a participé à mon événement Les Essentiels pour une GRH d'impact. Tu es par la bande un peu impliqué parce qu'il y avait des séances de co-développement qui étaient incluses dans le coffret qu'on a vendu. Donc, c'est avec toi, Yuri, que les gens qui vont y participer, en fait, c'est vous qui allez faire cette animation-là. Moi, je te connais parce que j'ai participé à quelques feux de camp. Puis bon, tu fais toujours ton introduction, puis tu es tellement inspirante. À chaque fois que tu racontes tes histoires, tu nous mets dans le feeling. Fait que moi, je t'ai connue comme vraiment une belle personne. Donc, je suis vraiment contente que tu sois à l'émission sur le podcast avec moi aujourd'hui. Merci. Donc, je te connais aussi parce que, à travers les échanges avec Yuri, je sais que ton entreprise Régitex, donc que tu as fondée, que tu es un peu moins présente, là, c'est ta fille Catherine là, qui reprend les rênes de l'organisation. Mais je sais que c'est un modèle qui est axé sur la confiance. C'est d'ailleurs le titre de l'épisode, donc la confiance dans une entreprise où il n'y a plus de hiérarchie. Fait que c'est sûr que ça fait peur, hein? Je pense que ça peut faire peur à certaines personnes de voir ça, qu'il n'y a plus de structure hiérarchique dans votre organisation. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de comment ça fonctionne. Est-ce que ça fait si peur que ça, puis est-ce que ça fait si mal que ça, puis comment s'est passée la transformation? Fait que j'ai envie de te lancer une question très large, puis te faire préciser certains éléments. Là. C'est sûr que la confiance, c'est un thème qui m'habite depuis très, très longtemps parce que quand j'avais pris la présidence du groupement des chefs d'entreprise du Québec en 2010, de 2010 à 2012, mon thème, c'était « Voir grand avec confiance ». Alors, c'est quand même quelque chose, un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour moi-même, expérimenté, explorer aussi. Puis, je peux dire aujourd'hui que la confiance, ça se bâtit avec le temps, par l'expérience, au fur et à mesure que on veut en fait s'entourer, aussi être mieux avec soi-même. Je pense que la confiance, c'est un élément majeur, là, un ingrédient. Je l'appelle toujours l'ingrédient magique parce que c'est par là que ça passe. Puis faut pas se juger par rapport à la confiance qu'on peut ou ne pas avoir ou ne pas avoir. Il faut tout simplement expérimenter puis graduellement puis tu sais, je dis, c'est jamais une confiance les yeux fermés, là. C'est pas naïf non plus, là, de faire confiance en naïveté. Il y a derrière de l'exigence aussi, là, tu sais, qu'il faut avoir sur cette confiance-là qu'on donne. On la donne, mais on la donne pas sans, il y a quelque chose derrière qui appuie la confiance. Puis moi, il y a une équation là, que j'ai appris à travers ma formation chez Toscane à Paris. C'est l'équation de la confiance. Puis pour moi, à chaque fois qu'il y a une situation ou un élément, quelque chose qui me dérange, je regarde cette équation-là. Et la première partie de la confiance, c'est est-ce que cette personne-là, elle est crédible dans la confiance?
Alors là, je regarde, est-ce que c'est crédible, cette personne-là, vis-à-vis de cette responsabilité-là? Est-ce qu'il y a de la crédibilité? Ensuite, est-ce que cette crédibilité-là, elle dure dans le temps? Est-ce que s'il y a une nouvelle situation, est-ce que je revois encore, est-ce que je peux refaire encore confiance dans la durée de la crédibilité que j'y donne? Ensuite, on l'appelle la partie intimité. Dans le fond, c'est pas quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose, c'est un élément est-ce que je peux dire à cette personne-là tout? Est-ce que je peux lui dire ce que je pense vraiment sans être jugée? Est-ce qu'elle peut me dire aussi vraiment tout? Parce que c'est important d'être capable de se dire les vraies choses pour avoir confiance. La vérité, tu sais. Alors, l'élément intimité, c'est est-ce qu'on est en lien assez fort ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez important entre nous pour être capable de se dire les vraies choses? Et il y a un élément qui divise tout ça, en fait, qui fait réduire beaucoup la confiance, c'est l'intention derrière. Est-ce que la personne a une intention personnelle ou une intention de bien commun pour le bien commun? Et puis ça, c'est souvent subtil, là. On le sait pas, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut facilement dire, mais on le sent. On sent ça, là. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas. Alors, moi, cet élément-là, je regarde toujours vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, quel élément me fait avoir moins de confiance. Puis là, je l'adresse, j'en parle, je le nomme, tout simplement. Alors, puis en même temps, tout au long de l'expérience de Rigitex, la façon dont j'apportais les nouveautés, les transformations, c'était toujours une expérience. On va faire une expérience et puis il y a toujours moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de changer l'expérience, de la modifier en cours de route, là. C'est une expérience qu'on fait. Alors, j'invitais les gens vers une expérience. Puis c'était moins menaçant. Mm-hmm. Puis même pour moi, comme gestionnaire, il y a des situations, tu sais, quand on a parlé de l'argent, quand on a parlé du partage de l'argent, il a fallu que je revisite à l'intérieur de moi, ma relation à l'argent, c'était quoi? Alors, la personne là, qui a le plus gagné en confiance pour moi-même, c'est moi-même, tu sais. À travers tout ça, c'est moi qui ai le plus gagné à travers toutes les expériences que j'ai faites, tous les sujets que j'ai osé, tu sais, c'est d'avoir du courage que d'amener comme une nouvelle façon de faire, comme une nouvelle pensée. Mais à chaque fois, la première personne qui devait l'accepter, c'était moi. Être confortable avec, c'était moi, tu sais. Il y a tellement d'affaires dans ce que tu dis, là. J'ai pris plein de notes parce que j'ai comme plein de questions, là. Mais la première chose qui m'a interpellée, c'est on peut, dans la confiance, de dire les vraies choses, d'être capable de dire les vraies choses. Moi, je me souviens quand je gérais des équipes, je disais, il faut qu'on fasse confiance en la façon que la personne va le recevoir aussi. Parce que c'est pas tout de dire les choses, mais j'ai-tu confiance en sa capacité de recevoir mon feedback? Ça aussi, je pense que c'est un élément de confiance important, là. Mais j'aimerais ça peut-être pour que on puisse comprendre ton modèle. Ça part d'où? Ça a été quoi l'élément déclencheur chez Rigitex qui a fait en sorte, tu parlais d'expérience, tout ça, puis mais est-ce que quel a été l'élément déclencheur? Puis est-ce que ça a été communiqué aux employés là, à travers les différentes expériences qui étaient proposées? Est-ce que c'était dans un processus formel? Oui. En fait, oui, parce que, tu sais, en fait, pour moi, il y avait besoin, puis pour tout le monde, il y a besoin d'un sens à ça, parce que c'est pas évident, c'est pas facile à faire non plus, là. C'est une longue aventure qui ne termine jamais, en fait. Et puis donc, faut trouver qu'est-ce qui fait du sens. Fallait que je trouve qu'est-ce qui fait du sens pour moi là-dedans. Puis en fait, on remonte en 2009, là. J'avais rencontré tous les employés en petits groupes de 8 personnes, 8 à 10 en fait, pas plus que ça, toutes seules, sans leur patron. Là, il y avait des chefs d'équipe dans ce temps-là, il y avait des superviseurs, mais sans leur patron. Puis je me souviens, les patrons n'avaient pas super apprécié ça, là, en fait. Mais moi, c'était comme, j'avais besoin de les entendre. Qu'est-ce qui se passe chez Rigitex, là? C'était
c'est eux qui vivent Régitex. C'est le moteur de Régitex, là, ces gens-là qui sont derrière les équipements pour faire fonctionner, pour faire le produit, en fait. Puis, j'entendais tellement je les ai entendus me donner des problématiques et des solutions qui faisaient plein de sens pour moi. Puis je me disais, mon Dieu, comment ça qu'on les écoute pas plus, tu sais? Comment ça qu'on travaille pas avec eux davantage? C'est eux qui ont les solutions, là, tu sais. Je dis toujours, celui qui fait, sait. Tu sais? Ouais. C'est lui qui sait. Alors, c'est important d'être proche d'eux, de les comprendre, de saisir leurs besoins parce qu'ils sont le moteur de l'entreprise. Puis après 5 fois, en fait, je les avais rencontrés à tous les 6 mois pendant 2 ans et demi. Mais après 5 mois, là, je pouvais plus le faire. Ah oui? Ça me faisait mal. Ah oui? Ça me faisait mal parce que je me disais, on les écoute pas. On travaille pas avec eux. On leur fait subir des choses qui n'ont pas de bon sens dans les décisions qu'on prend. Et souvent, je me rendais compte en équipe de direction qu'on discutait de quelque chose, d'un sujet, par exemple, puis on n'arrivait pas à avoir toutes les réponses à nos questions parce qu'on le faisait pas. Tu sais, on n'était pas là. On ne faisait pas ça dans l'usine. Alors, il manquait toujours quelque chose. Puis, donc, pour on moi, prenait les réponses pour acquises. C'est ça. Donc, puis là, ben, on s'en forgeait. Hein, et là, on mettait en place, par exemple, des solutions, mais qui n'étaient pas des vraies solutions. Ça ne perdurait pas nécessairement dans le temps. Ils tombaient ou ils étaient moins acceptés par les employés. Alors moi, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas de sens dans la façon dont on travaillait. Puis là, je me suis dit, il faut changer ça. Mais là, comment? Là, je ne le savais pas. Puis je ne savais pas ce qui existait là non plus. J'avais ça, c'est avant Toscane ou parce que, bon, tu as mis avec Yuri sur pied ici Toscane Canada, mais avant de mettre ça sur pied, vous êtes allé vous former. Oui. Fait que c'est ça, tu as fait ces constats-là avant d'aller te former chez Toscane en Europe? Avant d'aller chez Toscane et avant de connaître Frédéric Laloux puis son livre. Et je me souviens, en 2012, que j'ai connu Frédéric Laloux. Puis là, ça a été pour moi, mon Dieu, une révélation parce que j'avais mis en place des choses. Et j'avais fait des changements. C'est quand on a aboli les postes, on a aboli le comité de direction, j'ai remercié mon conseil d'administration, j'ai tout fait ça. Mais à un moment donné, tu manques de courage, tu te dis, hey, je suis toute seule à penser à c'est-tu fou, mon affaire? Tu sais, c'est une idée de fou, là. Tu sais, j'avais Liane Bondoc qui avait 3 garderies à Bromont. Puis on échangeait ensemble, tu sais. Mais avec elle, tu sais, moi, ça me donnait du courage, mais tu sais, ça en prend beaucoup, beaucoup de courage. Puis je me disais, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, que ça l'interpelle, ça me redonnait du courage de continuer, tu sais. Alors, mais quand j'ai connu Frédéric Laloux, là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, il y a plein de monde dans le monde qui font comme moi, qui pensent comme moi. On était tous en même temps à réfléchir à ça, puis à faire à faire des changements dans nos entreprises, mais sans se connaître. C'est quand même assez spécial. Là. Il semble être l'élément déclencheur de bien des dirigeants d'entreprise, ouais. Frédéric Laloux. J'ai lu à plusieurs endroits qu'il avait inspiré les chefs d'entreprise beaucoup. Puis excusez mon chien, là, mais les chefs se parlant, bonhomme allant, ça a été contagieux là, pour les modèles d'affaires. Là. Est-ce que ça, c'est un modèle, bon, à travers, puis Toscane, c'est ça aussi, hein, c'est la transformation. Puis tu l'as dit, hein, la personne qui en a le plus bénéficié, c'est moi. Fait que j'imagine que la transformation s'est faite de façon personnelle. Puis c'est ce que vous faites avec Toscane aussi, avant de transformer les entreprises, d'aider les entreprises à se transformer vers des modèles plus de confiance. Vous les aidez, les dirigeants, à se transformer eux-mêmes pour justement avoir le terreau fertile à justement ajouter ou enlever des mesures de contrôle dans les organisations, puis avoir des pratiques de gestion qui sont un peu différentes. Là. Absolument. Là, à Toscane, dans le fond, les modules, le premier module, c'est se transformer. Le deuxième, c'est comment aider dans le chemin de quelqu'un d'autre. Dans le troisième, c'est comment aider un groupe
à se transformer, comment faire ça. Puis le quatrième, c'est la vision qu'on fait ensemble. Et le dernier, ben, on fait un wrap-up de tout ça. Puis à chaque module, c'est qu'on se sert du premier pour continuer le deuxième, premier pour troisième. Alors, c'est toute une suite. Et ce que je trouve de beau dans Toscane, c'est qu'on incarne, quand on sort de chez Toscane, en fait, on incarne le changement. On l'a pratiqué ensemble dans le groupe. Et puis, on a la capacité en sortant. On comprend très bien. On a fait cette pratique à chaque fois. Des éléments et des outils qu'on partage, Yuri et moi, là, au groupe. Et puis, pour moi, il y a des outils, il y a peu d'outils, mais c'est des outils très puissants qui sont pratiqués constamment avec des cas très, très concrets là, de chacun dans le groupe. Alors, c'est tout un groupe là, en chemin, et puis il vient qu'il y a des liens très, très importants entre chacun, une confiance énorme, et puis en fait, c'est un bel endroit là, pour se pratiquer, puis faire avancer notre vision aussi de ce qu'on veut vraiment. Puis chacun est différent, chacun veut quelque chose de différent. Toscane est capable de dealer avec ça sans aucun problème dans la façon dont les outils fonctionnent. C'est très, très personnalisé à chacun. Là. C'est pas un mode d'emploi, là, tout fait. Là. Ça n'existe pas. OK, mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'ai entendu beaucoup, puis je les ai vus, les Toscanais, les Toscaniens, oui. Je les ai vus, là, puis j'ai fait des échanges avec eux, là, puis je peux dire qu'ils étaient rendus ailleurs, là, c'était fantastique de pouvoir échanger avec certains d'entre eux, là. Mais juste pour bien comprendre, est-ce que à travers, bon, là, tu as fait des rencontres avec les employés, tu as fait ces constats-là qui t'ont amené dans la douleur, qui ont été l'élément déclencheur de dire, bon, on se transforme, il y a eu Toscane, tout ça. Est-ce que les employés étaient au fait qu'on s'en allait vers un modèle comme ça ou, comme tu disais tout à l'heure, tu es allé te proposer des expériences, mais plus dans le formel avec un objectif peut-être un peu moins... parce que souvent, c'est bon, on a un objectif de se transformer vers une entreprise opale. Fait que ça fait peut-être un peu épeurant pour les employés de voir la finalité. Ou comment tu t'as fait ça? Ouais, ben moi, écoute, je le savais même pas où que je m'en allais. Ben honnêtement, là, je ne savais pas où je m'en allais. C'était ça un peu qui était difficile pour plus comme mes cadres, ceux qui étaient les cadres de l'entreprise dans le temps. Mm-hmm. C'était, ben, elle veut faire des changements, mais elle sait pas où qu'elle s'en va avec ça. Puis c'est vrai que je le savais pas, tu sais. Tout ce que je savais, c'est que ça pouvait plus fonctionner de cette façon-là, qu'on pouvait plus continuer comme ça à imposer des décisions à tout le monde, là. Alors, ça a été difficile. Puis aujourd'hui, là, si je me revenais dans aujourd'hui, en fait, je saurais peut-être aujourd'hui, avec tous les exemples qu'on a, tu sais, que j'ai lus, que j'ai regardé, je sais là, ce qu'on veut s'en aller, on sait. Mais je ne sais pas si je l'annoncerais aux employés. Je me dirais, non, encore une fois, je pense que j'aime bien le mot expérience parce que toute équipe, tout entourage, toute entreprise a sa propre identité. Puis encore là, il n'y a pas de mode d'emploi. Mm-hmm. Alors, tu sais, c'est plus doux par expérience. Une expérience peut être concluante, peut être changée, alors, puis c'est vraiment par ça que ça passe, là, tu sais, parce que finalement, on ne sait pas trop l'organisation, qu'est-ce qu'il fait dedans, comment les gens vont le prendre, puis c'est pas tout d'un bloc, jamais, là. Il y a bien des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui sont sceptiques. Ils veulent, mais ils sont sceptiques. Puis il y a des gens qui ils embarquent, tu sais. Puis ça, c'est partout. Mais pour avoir parlé avec plusieurs dirigeants sur la question qui se sont transformés, notamment Jean-Baptiste Dernancourt, là, qui a transformé les carrefours là, en Europe, une erreur qu'ils disent avoir commise, c'est d'avoir annoncé, parce qu'ils sont excités de tout ça, sont emballés, puis là, ils ont hâte de le dire, OK, on s'en va vers une entreprise libérée ou holacratique ou
peu importe le modèle. Puis ça a été l'erreur parce que ça a fait peur. Puis justement, Jean-Baptiste Dernancourt, il disait, si moi, je retransformais une organisation, je le dirais pas, je le ferais. Un peu comme toi par expérience. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus doux dans la transformation. Ça fait plus de sens. C'est moins peurant. Les gens embarquent plus, tout ça. Oui, puis en même temps, tu sais, toi, tu le sais jusqu'où, mais il y a tellement à faire entre les deux que là, ça devient trop. Alors, je pense que chaque pas doit être communiqué, mais aussi le pourquoi on fait ça. Pourquoi je veux ce changement-là? Pourquoi j'ai le goût de l'apporter? Puis là, pour que ça donne du sens. Puis ça se fait graduellement, là, tu sais. Puis même comme gestionnaire, oui, tu le vois jusqu'où, mais tu sais pas nécessairement toutes les barrières que tu vas avoir à franchir, là. Toutes les limites qui vont autour de toi et autour des autres pour les franchir. Alors, ouais, un pas à la fois, puis je pense que ça se bâtit, puis comme je dis, c'est jamais fini. Jamais, jamais, là, tu sais. Tu rentres du nouveau monde, tu fais une acquisition, tu as un nouveau projet, on recommence. Tu sais, on repart la roue, là, d'une certaine façon. Il y a du nouveau qui doit se construire autour. Selon le contexte et tout ça. Puis, as-tu un exemple tu parlais des décisions, on imposait des décisions. Est-ce que ça fait partie des éléments ou des pratiques qui ont été changés à travers la transformation? Comment ça quel exemple pourrais-tu nous donner? Ben, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, les gens là, qui sont, c'est les gens qui sont concernés qui prennent des décisions. Okay. Et puis, toujours avec des experts autour là, qui sont des accompagnateurs, mais c'est les gens, il y a des équipes là, qui sont formées au fur et à mesure, soit des projets. Et puis, par exemple, tu sais, on a fait des acquisitions l'année dernière, on a fait des acquisitions d'équipements. Ben, c'est les gens qui sont sur ces équipements-là qui vont les choisir, qui vont les essayer, qui vont aller en voyage faire les essais. Et puis c'est vraiment les gens concernés là, qui prennent les décisions dans l'entreprise. Là. Accompagner, bien sûr, des experts. Et puis, c'est là aussi, à un moment donné, que ça allait pas bien, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des décisions ou qui prenaient des projets en main sans être accompagnés de l'expert. Puis quand ils revenaient dans l'équipe pour présenter, par exemple, l'évolution, il y avait des choses qui étaient pas correctes ou que l'équipe disait non, on peut pas faire ça. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce soit accompagné. Les deux personnes, l'expert et la personne qui a pris le projet, se fait accompagner par l'expert. Donc, elle grandit, elle aussi. Et l'expert, lui, ben, il se libère de cette portion de son travail, mais en même temps, il accompagne quelqu'un pour le faire. Donc, c'est beaucoup l'expert, plus, c'est un employé, c'est un gestionnaire, c'est un externe? Par exemple, je ne sais pas, en marketing, il y a un projet, puis là, il y a quelqu'un qui dit, ça, je vais le faire, ça m'intéresse de le faire, par exemple, un nouveau site Internet, par exemple, quelque chose. Ben là, c'est arrivé, là, la personne qui a pris le projet, elle n'avait pas toutes les règles marketing en tête. Elle a avancé là-dedans, mais là, quand tu es venu présenter ça, il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Fait que c'est un peu décourageant là, pour la personne qui a pris le projet. Alors là, à partir de ce jour-là, on a dit non, il faut vraiment qu'elle soit accompagnée par l'expert. Donc, elle est motivée à le faire. Elle apprend en cours de route, en plus. C'est comme de former quelqu'un à quelque chose qu'elle aime parce qu'elle aime ça, faire ça. Mais en même temps, elle n'avait pas les notions là, de la compétence. Donc, on les transmet. C'est une façon de transmettre, puis en même temps, de faire grandir deux personnes. Autant celle qui communique la compétence que celle qui le fait, tu sais, et qui acquiert des compétences. Fait que pour moi, je trouvais ça très formateur. Puis ça te limite plus à ce que tu as appris dans la vie. Là, tu sais. Ça se peut que j'ai des intérêts vers quelque chose, puis moi, l'intérêt, là, c'est un autre ingrédient magique. C'est que quand ça m'intéresse, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais trouver l'information. Je vais faire en sorte que ça va être correct, tu sais. Je vais me développer dans mon intérêt. Tandis que si j'ai pas d'intérêt, là, ben, c'est sûr et certain que je vais pas le développer. C'est sûr et certain que je vais pas le faire correctement.
Ça fait que pour moi, l'intérêt a une grande Au-delà d'une importance. compétence ou d'une connaissance. Exactement. Ouais. Puis, est-ce Oui. que les décisions sont prises par consensus ou par consentement? C'est-tu cadré, ça, la prise de décision chez Régitex? C'est pas par consensus. OK, par consentement. Oui, exactement. C'est la personne qui, elle doit, l'écoute est très importante des pairs. Et une fois que tu as entendu tes collègues, tu prends la décision, tu en es responsable, puis tu pars avec. OK. C'est comme ça que ça Par fonctionne. sollicitation d'avis qu'il appelle. Je pense que c'est Frédéric Laloux, justement, qui mentionne ça dans son livre, la sollicitation d'avis, que je trouve fort intéressante aussi. Un soudeur pourrait décider de changer une machine. Il va consulter ses pairs, ça fait du sens, mais il va prendre sa décision au final. Il va porter ça, mais si la plupart de ses collègues ne sont pas d'accord, ben c'est vers lui qu'ils vont se retourner s'ils sont pas d'accord, insatisfaits. il doit s'assurer, c'est sûr que si le bien commun est pour considérer, c'est là, la confiance. Est-ce que je le fais pour moi parce que moi, je trouve ça, je l'aime, c'est arrivé d'ailleurs. En qualité, on avait une personne qui voulait acheter un équipement. Il y avait 2 équipements. Il y en avait un qui coûtait 40 000 puis l'autre coûtait, il me semble, là, autour des 20, la moitié du prix. Et toute l'équipe voulait pas acheter la grosse machine, mais lui, il la voulait, sa grosse machine. Il aimait, sa grosse machine, puis il trouvait qu'elle faisait des belles affaires. Là, par exemple, l'équipe, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on comprend ce que tu dis, on aimerait ça que tu répondes à ces questions-là avant d'acheter la machine. Les questions, c'était, est-ce qu'on a vraiment besoin de ceci, de cela? Est-ce que tu peux demander au fournisseur? Il y avait plein de questions. Et quand il est retourné avec son questionnaire que l'équipe lui avait donné, il est allé trouver les réponses. Quand il est revenu, il a dit, vous avez raison, on va acheter la machine qui est moins chère. Fait que, il y a quand même une prise de conscience du groupe. Puis quand tu es en groupe, quand tu es plus que 3 personnes, c'est bien certain que tu dois considérer, tu ne diras pas n'importe quoi, tu n'agiras pas n'importe comment, parce que là, tu es face à tes collègues, eux autres, il n'y en a pas un qui veut acheter cette machine-là. Tu sais, il faut que tu te battes en moutadis. Exact. Puis tu ne peux pas mettre ça sur la faute de ton boss. Puis là, ça ne passera pas, puis tu ne seras pas fier de toi là, d'avoir franchi, tu sais, d'avoir dépassé ça. Non, tu peux pas. Il y a vraiment une limite là, qui est là, puis tu dois la considérer. Alors, c'est ce qu'un groupe fait, tu sais, en fait. Puis, tu as parlé tout à l'heure d'argent. Est-ce que c'est la même chose au niveau des salaires? Êtes-vous rendu là dans la confiance? Est-ce que vous les partagez? Est-ce que les augmentations salariales, s'il y a des bonus, est-ce que c'est décidé aussi en équipe? Ben, les salaires, en fait, c'est toutes les braquettes, là, je ne sais pas comment le dire en français. Les échelons. Hein? Les échelles de salaire sont toutes transparentes, sont toutes sont communiquées. Exactement. Les bonnies, ben, c'est chacun. Là, ils ont des bonnies de performance, de production, mais c'est par département. Là, c'est changé, là, parce qu'on avait un boni qui était 50% des revenus, des profits de l'entreprise, qui était remis à tout le monde égal. Et là, je sais que c'est changé. Alors, tout ça, parce que on a quand même eu des années difficiles avec la pandémie, puis là, on fait des changements par rapport à ça. Pour que chacun trouve quand même son compte, là. OK. Bon, c'est intéressant. Puis là, est-ce qu'on parlait juste avant l'enregistrement que ta fille Catherine, t'es moins présente ou plus présente du tout chez Régitex, là. C'est ta fille Catherine qui reprend la gestion de l'organisation. Oui, tout à fait. Là, je ne suis plus présente du tout. Donc, et puis, tu sais, quand j'ai été au groupement, là, j'ai vu tellement de chefs d'entreprise qui avaient, tu sais, qui étaient dans leur entreprise, puis ils la quitteraient pas, là, qui voulaient en aucune façon la quitter. Même s'il y avait une relève extraordinaire, je voyais là, la relève un peu c'était difficile, en fait. Là, tu sais, ben, moi, je peux en témoigner parce que je travaille j'accompagne le transfert d'entreprise, fait que je peux confirmer. En tout cas, je voyais ça dans le temps. On va dire, oui, ben, c'est encore comme ça.
c'est peut-être encore comme ça. Et je m'étais toujours dit, à partir de moi, je ferai pas ça. Et je trouve que, en fait, il y a quelque chose de tellement beau dans le processus de relève. Tu sais, moi, mon énergie était moins forte, en fait, beaucoup moins forte à l'entreprise. J'ai beaucoup de projets à l'extérieur de Rigitex, puis c'est pas mon intérêt qui est moins fort, c'est mon énergie, mais aussi le goût de faire autre chose, c'est qui devenait de plus en plus présent en moi. Et puis, j'avais pas vraiment de relève identifiée. Puis là, je me disais tout le temps, ça va être une équipe, ça va être une équipe. Mais je vois aussi que ça prend un leader. Ça prend un leader dans une entreprise. Là, ça prend la source de l'entreprise. Là, si Peter Conning, ceux qui ont le goût de lire ce que ça veut dire être la source de l'entreprise, Peter Conning en a passé toute sa vie là-dessus, sans écrire de livre. C'est quelqu'un qui écrit pour lui, qui écrit sur lui, en tout cas, et sur sa philosophie de la source. Mais je trouve que c'est super intéressant. Puis j'ai vu à un moment donné que c'est ma fille qui a eu la source, puis là, c'est vraiment beau de voir aller ça. Puis je me suis dit, je ne mettrai pas des bâtons dans les roues, ça c'est certain. Je me retire complètement. Et je suis là pour toi. Je suis là pour elle. Donc, on se parle. On se parle souvent. On se parle souvent. C'est elle qui m'appelle. Puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est beau. Alors, mais c'est elle qui le fait. C'est sa transition. Puis il y a beaucoup de changements à faire parce qu'elle n'est pas moi. Et il y a eu aussi cette transition-là que les gens, tu sais, Lisa, tu sais, dans l'équipe et tout, là. Là, à un moment donné, elle a compris, ils ont fait comprendre aussi l'équipe. Même l'équipe a collaboré là-dedans. Quand moi, je suis allée les rencontrer puis faire la transition, ils se sont mis derrière elle. Puis là, ils n'ont pas eu d'attente. Ils lui ont bien exprimé, on n'a pas d'attente que tu sois comme Lisa. Au contraire, tu vas être toi, puis c'est de toi qu'on a besoin. Pas d'une autre Lisa. Tu sais. Mais le terrain était préparé, je pense, parce que la culture était, j'imagine, propice à ce qu'il y ait ce transfert-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est moi, c'est la première fois que je côtoie ou que je vois une entreprise qui s'est transformée, aller vers un transfert, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de direction puis une coupure. Puis ce que je trouve intéressant, puis je ne sais pas si tu l'avais vu comme ça, mais puis là, j'ai entouré des mots que tu as dit tout au long de notre entretien, puis j'ai l'impression que ce transfert-là s'est fait vraiment puis en cohérence avec ce que tu m'as dit plus tôt, c'est-à-dire j'ai validé l'intérêt, quelles sont les intentions, est-ce que c'est des intentions personnelles ou des intentions vers le bien commun? J'imagine que Catherine avait quand même ça. C'est pas quelque chose que tu as dit, mais d'entrée de jeu, tu parlais on ne fait pas confiance de façon naïve, donc ça prend un équilibre entre. Fait que ça, je retiens ça aussi. Fait que, puis être mieux avec soi aussi. Tu sais, je pense que toi, tu es mieux avec toi en ayant fait ce transfert-là. Mais tu as comme appliqué ta méthodologie probablement qui n'est pas structurée comme telle, mais qui est plus dans tes gènes, si on veut, mais dans ce transfert-là. Je trouve ça intéressant de voir que... Puis ça sera intéressant aussi de voir comment Catherine reprend ça, puis la confiance, parce que il y a votre vision, je trouve ça... Je lisais sur ton site Internet, puis je te parlais tout à l'heure, la vidéo est vraiment extraordinaire, mais votre vision aussi que je trouve extraordinaire, grandir ensemble et filer vers une vie responsable, tout en couleur. Fait que cette vision-là, elle reste pour Catherine et l'équipe. Fait que je pense que si tout est en cohérence, ça va se poursuivre là, dans cette visée-là. Oui, de meilleure façon que moi, en fait. Parce que, tu sais, Catherine est beaucoup meilleure que moi. Parce que, tu sais, de génération en génération, c'est comme la société qui change. Le contexte change, les générations changent, les besoins des employés changent aussi. Puis elle est plus dans ces générations-là à aller comprendre davantage. Là. Bien plus juste que moi. En fait, moi, je suis partie de loin pour arriver là, mais elle ne part pas de loin. Là, elle l'a plus naturellement. Elle t'a vu aussi aller dans ta transformation. Elle me dit toujours, maman, j'hérite de tout ce chemin que tu as fait. Oh, j'hérite
ça. C'est beau. C'est beau. J'aimerais ça Tant dans sa savoir. personne que dans l'entreprise, en fait. Oh, ben oui, effectivement. J'aimerais ça savoir, est-ce que ce modèle-là, bon, tu parlais des regroupements de chefs d'entreprise que tu as présidé, hein? Je ne sais pas si tu Oui. présides encore. Tu ne Non, présides plus, hein? c'est 2 ans les C'est mandats de 2 ans, OK. président. Mais à travers les différentes personnes que tu rencontres, que ce soit des dirigeants ou des gestionnaires ou des amis, est-ce que ton Oui. modèle suscite euh, des questions ou des commentaires? Est-ce que les gens trouvent ça bien ou sont comme non, pas sûr que ça marche, pas sûr que chez nous ça fonctionnerait? C'est quoi le plus grand questionnement que ça l'a amené? Ah, ben écoute, c'est sûr que ça sort les gens de leur zone de confort, hein. Moi, je suis allée dans l'extrême là, de ça. Et puis, mais je dis toujours qu'il y a des étapes, puis qu'il faut faire ce qu'on est capable de faire. Mais oui, ça suscite beaucoup de curiosité. D'ailleurs, le groupement, à tous les mois, je rencontre des clubs que je rencontre en groupe depuis plusieurs années qui viennent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu si tu as vu Pastel Fluo, il y a un documentaire sur Tout TV Non, mais qui a été fait. je l'ai vu, mais je ne l'ai pas écouté. Ouais, se transformer. Puis Pastel fluo. en fait, on voit là, ce que j'en fais beaucoup, puis j'en fais encore beaucoup, des rencontres de groupe ou de personnes aussi. Parfois, il y a des gens, bon, ils m'ont vu à tel endroit, ou en tout cas, ils ont vu le documentaire, puis qui m'écrivent. Je pense j'en ai à toutes les semaines des jeunes qui m'approchent, puis je fais toujours je prends toujours le temps d'échanger avec eux parce que je trouve ça important. Je trouve que ça fait partie d'une de mes missions de vie, un peu de transmettre ça. Et puis, je le fais toujours parce qu'aussi, comme je disais tout à l'heure, d'en parler, ça donne du courage. Tu sais, quand on voit les gens intéressés, ben ça me redonne du courage de continuer, en tout cas aujourd'hui, de partager ça avec Catherine, puis c'est important de partager avec les autres. Puis c'est le but aussi dans Toscane, dans un groupe, c'est que c'est tous ensemble qu'on avance. Et puis, peu importe d'où on part, où on veut aller, il y a des étapes toujours qui sont peut-être plus difficiles à franchir pour être en cohérence complètement avec qui on est et qui on veut devenir, là, tu sais, le meilleur de soi. Ben, on a besoin des autres. Toujours, toujours. Puis pour moi, ben, d'être entouré de gens d'aussi grande qualité, toujours, c'est vraiment important. Puis ça, l'entourage, tu sais, quand j'ai Yuri, quand j'ai toutes ces personnes de Toscane qui sont dans le chemin, qui veulent grandir, moi, je me mets dans le groupe avec eux. Je partage au même niveau qu'eux, en fait. La seule chose, c'est que j'ai des notions de Toscane que je partage, mais on le vit ensemble, tu sais, parce qu'on est dans le même chemin, peu importe le chemin, tu sais. Alors, puis c'est super important, ça, d'avoir des lieux de partage avec des gens de confiance qu'on a autour de nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se voit, hein, c'est à travers les autres qu'on se voit. Mm. Je me souviens, la présidence du groupement, c'est que moi, je me voyais pas là du tout, mais c'est tout le monde autour de la table qui disait, oui, Lisa, c'est toi, tu sais. Ah oui, tu sais, mais là, j'ai fait confiance à ce que les autres voient de moi à ce moment-là. Puis souvent, c'était comme ça dans ma vie, tu sais, je pouvais pas me voir là à certains endroits ou faire telle chose, puis les autres me le donnaient. Mais je me disais, ben, ce sont des gens assez de confiance qui me connaissent. Ben, ils doivent voir quelque chose que je vois pas. Ben, je vais plonger. Je vais le faire. Je vais prendre mon courage, puis je vais le faire. Tu sais, ça me donnait le courage. C'est les autres qui nous donnent le courage, en fait. C'est bien Alors, dit. C'est bien dit. Puis, est-ce que tu penses que, parce que tu as une personnalité ouverte et qui s'est transformée, puis que cette générosité-là, naturellement, est-ce que tu penses que c'est donné à toutes les entreprises de pouvoir se transformer comme ça, vers un modèle plus axé sur la confiance, plus agile, plus axé sur l'intelligence collective? Puis, juste une parenthèse, c'est moi, j'entends souvent dans le manufacturier, c'est pas possible, mais là, on a un exemple que c'est possible parce que, évidemment, clairement, ça s'est fait chez vous. Mais est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent le faire? Puis, sinon, quels seraient les freins? je pense que toutes les entreprises peuvent le faire. Tu sais, je suis sur le conseil d'administration de Decathlon.
Ils sont Oui. 100 000 employés, ils sont plusieurs sites dans le monde, dans cultures différentes. Ils ont remis l'emphase encore une fois là-dessus, la transformation cette année, parce qu'avec la pandémie, ils l'avaient un petit peu mis de côté, tu sais, puis là, ils voyaient les conséquences parce que c'était déjà enclenché, puis ils vont remettre l'emphase sur la transformation. Il y en a, puis il y en a qui disent, ben, oui, c'est facile dans le manufacturier, mais dans le service, non, ou sur plusieurs sites. On a Transport Morneau, ils sont sur plusieurs sites dans le transport. Ils le font. Ça va super bien leur affaire. Tu sais, je me dis, la seule frein, c'est le gestionnaire lui-même. Si lui, il n'a pas le goût, il a le droit. C'est pas une obligation de faire ça. C'est juste, en fait, pourquoi on veut ça? C'est parce qu'à quelque part, on veut être mieux, on veut être plus heureux. Puis si on est heureux comme c'est là, il n'y a rien à changer, tout va bien, pas de problème. Alors pourquoi faire ça? Il faut vraiment avoir une raison profonde de vouloir le faire, de vouloir faire un changement. Tu sais, je parle pas d'une transformation de A à Z. Transformer quelque chose, on change quelque chose quand ça va pas. On change rien si ça va. Tu sais. Si c'est correct pour la personne, le gestionnaire. Mais moi, j'ai tellement vu de chefs d'entreprise là, épuisés, qui en avaient lourd sur les épaules, qui voulaient vendre à certains moments parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur entreprise. Ben ça me faisait quoi? Je me disais, il y a sûrement moyen de faire autrement, tu sais, que de devenir, que de se rendre là, à cet épuisement-là. La lourdeur des responsabilités, ça peut être énorme, là, si on fait tout, puis qu'on voit tout, puis qu'on contrôle tout. Puis c'est pas assez, il faut remettre des contrôles par-dessus les contrôles, hein, à un moment donné. Alors, ça devient lourd, tout ça. Là. J'en vois encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas la conscience de ça. Ils ne le voient pas comment ils pourraient s'en sortir. C'est triste quand même, tu sais. Effectivement. Puis est-ce que tu crois que le changement ou la transformation peut être proposé par des gestionnaires qui ne sont pas les dirigeants d'entreprise ou encore les directeurs ressources humaines? Penses-tu qu'on peut influencer les entreprises à se transformer ou du moins faire réfléchir, faire avancer? C'est-tu possible selon toi? Certainement. Moi, je pense, même j'ai travaillé avec des gens qui sont dans le milieu hospitalier pour le gouvernement, tu sais, ils n'ont aucun contrôle là-dessus, là, comment ils veulent la transformation dans différents domaines scolaires, hospitaliers, tous les soins gouvernementaux. Puis pourtant, et ce que je leur dis, faites-le dans votre petit secteur, faites-le là où vous pouvez le faire. Puis dites pas un mot. On n'en parle pas, on fait juste un changement d'attitude, de posture à travers notre équipe, ma petite équipe. À un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va se poser des questions, va répondre, on fonctionne comme ça, sans plus. T'sais. Quand je dis on dit pas où qu'on s'en va à tout le monde, on y va un petit peu à la fois dans ce qu'on est capable de faire. Puis si ça l'interpelle quelqu'un, voici, je te réponds comment ça fonctionne. Ça fonctionne, puis souvent, ça fonctionne très bien. Ça amène de bons résultats. Tu sais, j'aurais tellement le goût de prendre le milieu hospitalier puis d'en faire une expérience à quelque part. Là. Je suis certaine que ça fonctionne, c'est sûr. Maintenant, allons-y aussi avec le pouvoir qu'on a dans notre petit environnement. Puis ça fait le travail. Là. J'aime vraiment ça parce que là, ça brise un paradigme de dire qu'une transformation se doit d'être une grosse affaire, puis que ça part d'en haut, puis que c'est qu'on a un contrôle, je ne sais pas contrôle, on a un pouvoir respectif pouvoir, en fait. D'être un agent de transformation, mais je pense que ça passe par soi. Hein? C'est l'individu qui doit se transformer, ou pas, là, mais qui doit avoir le désir d'alléger ses pratiques de gestion, son mode de fonctionnement avec son équipe. Je trouve que le constat très, très puissant. Là. Puis, c'est sûr que ça a sa limite, là, ça aura une limite un peu parce que mais en fait, rends-toi heureux dans ce que tu es capable. Là, tu sais, puis, c'est contagieux.
Puis c'est Ça va être contagieux. C'est contagieux, Ouais. effectivement. Mais je Ouais. pense que moi, je rajouterais au-delà de, parce que souvent on parlait de performance, puis là, ben c'est ça, des fois, entre tes équipes, là, il y en a un qui performe plus, tout ça, mais moi, je dirais, au-delà de miser sur la performance, mais de miser sur quelque chose que tu as dit, d'être bien avec soi. Mm. Si le gestionnaire réussit bien avec son équipe, mais plutôt que de dire oui, je suis plus performant que les autres, mais de dire ben moi, je suis bien en faisant ça. Ouais. Donc, cette contagion-là, je trouve qu'elle va être plus positive que d'y aller dans un. C'est sûr. Puis là, ben, la performance vient bonus, puis là, ça devient Ouais. moins. Ça fait moins de sens là, pour les équipes qui les entourent. Là. Oui, au-delà des mots, parce que souvent on peut en parler, puis non, moi je pense que l'action, on met en action des choses. Ouais, on le dit pas, mais on le fait. C'est ça. En fait, au-delà d'en parler, je pense que moi, je suis une femme d'action, fait que c'est sûr que l'action, à un moment donné, je réfléchis, mais il faut que je mette en action. Puis la preuve de ce qu'on dit, c'est l'action. Mm-hmm. C'est quel geste, en fait, que je pose pour le montrer, pour le faire vivre. C'est ce qu'on en vit, c'est pas ce qu'on en dit. Alors, c'est vraiment important. Donc, c'est dans l'action que le gestionnaire peut mettre des petits changements, des petites choses, tu sais. Juste un tour de table sans table avec comment on arrive à la rencontre, c'est déjà un pas vers comment les gens se sentent. En fait, tu veux mettre l'humain au cœur de de l'entreprise ou de ton département. Ben, si tu mets l'humain, la première personne, il faut que tu saches comment elle va. Qu'est-ce qu'elle vit, comment elle vit, par exemple, un projet qu'on va avoir, comment elle va le vivre intérieurement, ce projet-là. Mais c'est de créer un lieu sécuritaire où est-ce que les gens osent dire les choses. C'est vraiment... mais le lieu sécuritaire, c'est toute l'action qu'il y a autour. Ensuite, les paroles qu'on en dit, qu'on va vivre, sont super puissantes et ils sont pleines de sens. Et ils apportent beaucoup de liens entre les personnes parce qu'on se dit des choses que jamais on aurait osé dire avant. Tu sais, je crois pas à telle chose, je crois pas à tel projet. Peux-tu le dire? Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un dise, hey, c'est beau ton projet, Lisa, là, mais j'y crois pas. Mm-hmm. Ben, je serais tellement contente. Moi, je me souviens d'ailleurs d'une rencontre qu'on avait faite. On fait encore des journées Régitex. D'ailleurs, je donne une formation sur la prochaine. Des journées Régitex. Puis, il y avait, l'animateur avait demandé, puis il y en a-tu que ça leur tente pas d'être ici aujourd'hui? Il y a peut-être 5 personnes qui ont levé la main. Mais j'étais tellement contente. Ben oui. C'est la vérité. Puis, ils ont osé lever la main. Bravo. Ça, c'est de la transparence. C'est la vérité. Ben moi, là, j'avais fait une méchante job pour qu'on arrive là. Oui, absolument. Pour qu'ils se sentent en confiance puis qu'ils n'aient pas peur des représailles aussi, là. Exactement. Wow. Tu sais, puis j'étais allée les féliciter. Je te félicite d'avoir levé la main. C'est beau, c'est la vérité. Puis à la fin de la journée, c'est ces personnes-là qui ont le plus aimé leur journée. c'est sûr. Ben, d'abord parce qu'ils ont pu exprimer leurs états d'âme. Ils ont été accueillis. Ils ont été accueillis. Acceptés. Ouais. C'est ça. Il n'y a personne qui est venu leur dire, hey, qu'est-ce que tu as fait là, lever ta main. Puis, mais non. Même si l'animateur était quelqu'un de l'extérieur, c'est beau. C'était beau, tu sais. Il n'y avait pas de honte à être qui on est, là, tu sais. C'est ça qu'on est. On est ça aussi. Hey, c'est super. Puis il y a des belles pistes aussi. Là. Tu nous as partagé des belles pistes là, pour aider les dirigeants, les gestionnaires qui auraient envie de. Puis qu'on n'attende pas, mais qu'on passe à l'action. C'est ça déjà, qu'on fasse les choses. Écoute, je pourrais parler avec toi encore pendant des heures. Il y aurait tellement à dire. Le temps file vite. Je voulais juste pas oublier de mentionner que Toscane, parce que tu en as parlé, les chapitres, tout ça, mais vous êtes en pleine action. Là. Vous avez je pense, une cohorte qui débute prochainement, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui, à la mi-octobre. Les dates sont sur le site Internet là, de Toscane, trait d'union accompagnement Canada. Vous allez voir les dates là-dessus. On a deux cohortes une qui termine là, à cause de la pandémie à la 1er d'octobre et une nouvelle qui démarre à la mi-octobre, si je me souviens. On va mettre les liens dans les notes là, pour pouvoir aller consulter les prochains. Vous êtes les bienvenus, ceux qui ont le goût de vraiment participer à Toscane. Il y a de la place.
dans le groupe encore pour la mi-octobre. Donc, est-ce que c'est seulement des dirigeants ou des gestionnaires de tous les niveaux qui participent? Nous avons des gestionnaires, des dirigeants et aussi des accompagnateurs de dirigeants et de gestionnaires. Des agents de transformation. Parce que eux, ça apporte beaucoup de richesse dans le groupe de par l'expérience qu'ils ont de différentes entreprises. Et puis, en fait, aussi, à un moment donné, les dirigeants ont besoin d'être accompagnés sur une base peut-être plus personnalisée dans leur entreprise. Et donc, d'avoir des accompagnateurs qui suivent la méthode et puis qui vont accompagner les dirigeants qui ont suivi la méthode. OK. Fait qu'ils le font ensemble, en équipe. Exact. OK. Exactement. Je savais pas ça. Oui. Oui. Okay. Alors ça va être... parce qu'à un moment donné, ça en prend des accompagnateurs pour nous aider. Puis, donc, on veut qu'ils aient l'esprit. Puis, je pense que c'est la bonne façon de faire. Là, c'est d'être tous ensemble. Puis, il n'y a pas de titre chez Toscane. On est tous égaux. Et on vit tous des choses, et puis on se fait grandir les uns par les autres, tous ensemble. Wow! C'est vraiment une belle expérience. Oui, absolument. Moi, je peux en témoigner. Je ne l'ai jamais fait, mais je n'ai tellement entendu parler que un jour, probablement que je le ferai. Hey, merci beaucoup, Lisa. Ça a été un super bel échange, empreint de générosité. Comme j'ai l'habitude de te voir à chaque fois que je t'ai vu, le peu de fois que je t'ai vu, ça a été toujours aussi généreux et plein d'humilité et d'amour. Donc, merci, Lisa. Puis, ça fait vraiment plaisir. Bonne prochaine cohorte avec Toscane. Merci. Bye-bye. Bye. Tu aimerais en savoir plus et t'inspirer avec les différents modèles de gestion contemporains? J'ai bâti la méthode V. D'abord pour t'inspirer, ensuite pour t'outiller à comprendre la transformation et la conduire. Tu vas trouver des outils percutants et une tonne d'informations. Rends-toi au www.lecultureclub.ca et tu vas trouver la méthode V dans l'onglet Formation.